Bonjour, je suis Pierre Deladonchamp, bienvenue dans Celle qui ose. Apparemment, je suis un des premiers hommes dans cette émission. Messieurs, venez, on a besoin de vous pour vous entendre sur le féminisme, pour que vous aussi vous transmettiez ce que vous avez à dire et ce que vous pouvez faire passer comme message, notamment aux hommes, parce que les femmes, elles sont déjà très sensibilisées par le sujet. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. Le 23 février 2024, pendant la cérémonie des Césars, Judith Godrèche s'adressait ainsi aux hommes en disant « Je parle, mais je ne vous entends pas. Où êtes-vous » Plus de 2 ans plus tard, cette question résonne. Encore. Où êtes-vous ? Car comment construire l'égalité si les hommes restent silencieux ? Alors nous avons décidé de créer un espace pour ces hommes qui refusent ce silence et qui s'engagent vraiment dans le féminisme. Nous inaugurons donc une nouvelle série, Ceux qui osent, où nous accueillerons régulièrement la parole des hommes au milieu de nos femmes inspirantes. Nous sommes donc particulièrement fiers de donner la parole aujourd'hui à un homme, Pierre Deladonchamp, comédien audacieux et engagé. Aujourd'hui, il a accepté de nous parler de ce qui l'a construit, de ce qui le traverse et de partager sa vision de l'égalité entre les hommes et les femmes. Pierre, merci d'oser prendre la parole aujourd'hui. Ton courage est un signal et une invitation lancée à tous les hommes qui hésitent encore à se lever et à s'engager. Alors Pierre, on t'écoute. Celle qui ose. Si tu fais un mec dans la rue, mets-lui une main au cul, est-ce que tu l'as déjà fait ? Celle qui ose. Mon métier, c'est comédien. Je suis aussi papa de 2 enfants, ce qui est un grand bonheur pour moi et j'aurais pas vu la vie de la même façon si j'avais pas été parent. Je viens de l'Est, Nancy, où je vis encore une bonne partie de l'année. Quoi d'autre ? Je suis quelqu'un de très 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 angoissé, mais qui aime beaucoup la vie. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui me déprime, c'est plutôt j'aime tellement la vie que j'angoisse de tout ce qui pourrait faire qu'elle finisse. Enfant, je suis le cadet d'un garçon qui s'appelle Guillaume, mon grand frère, qui a 3 ans de plus que moi. Mes parents travaillent dans le social tous les deux, enfin mon père dans le social et ma mère est professeur des écoles. Et surtout, mon frère Guillaume est aveugle de naissance. Donc, quand j'arrive dans cette famille, mes parents sont heureux d'avoir un enfant qui n'est pas en situation de handicap. Je ressens un peu vis-à-vis de ma mère que ça crée un élan de soulagement. Et chez mon père, plutôt une inquiétude parce qu'il se dit que ça va être encore plus dur de s'occuper du grand s'il y en a un autre qui arrive. Et tout ça avec une famille quand même qui roule sur 3 roues, je dirais. C'est pas horrible, mais l'ambiance n'était pas terrible. Mes parents, ils font tout pour qu'on soit heureux, mais on sent qu'ils sont pas heureux ensemble. Et mon père tombe vite dans l'alcoolisme, dans une vie très décousue, pas souvent à la maison. Ma mère, elle tient tout par les 2 bras comme elle peut. Et comme elle est prof des écoles, elle demande à ce que mon frère, Guillaume, soit scolarisé en école dite normale, pour voyants. Et donc Guillaume intègre la maternelle. Puis elle demande à des copines qui sont institut en primaire de le garder. Il va en primaire. Il va au collège, il va au lycée. Et tout ça, moi, je l'ai suivi, à peu près avec 3 ans de différence. Mais on a fait à peu près toutes les mêmes écoles ensemble. Au milieu de tout ça, là, je vais aborder un sujet qui est très délicat, parce que je ne sais pas si j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma vie publique, on va dire. Pour cette émission, je crois que c'est vraiment important de l'aborder. Ma mère était donc prof des écoles, et sa collègue du primaire, qui s'appelle Pascal, est, sous pression et menacée par son mari. C'est un homme qui est très très autoritaire et que tout le monde craint. Elle et ses 3 enfants. Je raconte ça parce qu'un jour, il l'a assassinée et il s'est suicidé après, devant leurs 3 enfants, et qu'il n'avait pas vraiment de famille qui pouvait s'occuper d'eux, et que ma mère avait promis à sa copine de s'occuper de ses enfants s'il lui arrivait quelque chose. Et comme c'est arrivé, ces 3 enfants sont devenus mes frères et sœurs du jour au lendemain. Ça a bouleversé la famille, me concernant de manière très positive. On est passé de 4 à 7, on est passé de moi, le petit frère d'un grand frère aveugle dont j'étais les yeux, mais aussi 3 ans de moins, donc un petit peu mis de côté quand il y avait des choses de trop grand à faire,
à 7 avec 3 nouveaux frères et sœurs autour de mon âge. Et donc c'était un énorme chamboulement, un geste d'une grande beauté de la part de mes parents. Et quand je dis mes parents, j'aimerais plutôt dire ma mère, parce que c'est quand même elle qui a fait tout le boulot. Elle les a vachement soutenus, comme elle pouvait, avec son tempérament, avec la charge mentale qui était la sienne à l'époque. Elle a fait un travail de dingue avec tous ses enfants. Pardon, quand j'en reparle, ça me refait penser à tout ce qu'ils ont traversé, et c'est vraiment très... Ça a changé la vie de toute la famille, et la leur. Évidemment, elle a été un événement aussi traumatique. On se dit, ils vont jamais s'en remettre. Et non seulement ils s'en sont remis, mais en plus, c'est des personnes formidables. Donc je me dis que forcément, ils ont beaucoup de ressources, mais aussi ma famille, pour parler au sens large, ça a été cool qu'elle soit sur leur chemin. Je dirais toute la famille, parce que mon père aussi, d'une certaine manière, Guillaume et moi, ma mère surtout, elle a fait beaucoup de tout ce qui est gestion d'une famille nombreuse, avec un travail à temps plein dans une école maternelle. Donc, je veux dire, je savais pas du tout que ma mère et Pascal avaient ce pacte. Même, je crois même que ma mère, quand elle lui a dit ça, bien sûr, je m'occuperai de tes enfants, elle lui a rajouté, mais il va rien t'arriver, parce qu'elle avait préparé sa mutation pour fuir cet homme. Puis voilà, elle n'a pas eu le temps. Moi, je me souviens du soir où c'est arrivé, parce que j'ai reçu un coup de téléphone de leur voisine, qui était la directrice de l'école dans laquelle ma mère et leur maman étaient profs des écoles. Ça s'est passé le soir, et je crois qu'à minuit, ils sont à la maison et ils s'en vont plus jamais. Moi, ça m'a traumatisé. Je devais avoir 14 ans. Et eux, ils avaient 9, 12 et 15. Guillaume avait 17. On s'est retrouvés dans cette galère, mais au sens, dans ce bateau tous ensemble. Très honnêtement, ça a apporté que du positif. Je ressentais pas à quel point c'était difficile pour ma mère, notamment, de vivre tout ça. Elle le cachait très bien. Elle s'est donné énormément. Elle a donné énormément de son temps, de son énergie, et c'était pas facile. Et aujourd'hui, je m'en rends compte parce que je suis parent aussi, et puis que je suis plus âgé. C'est quand même très difficile ce qu'ils ont fait, mes parents. C'est très difficile. Et quand c'est réussi, on se dit, bon, ça valait le coup. Je veux dire, c'est pas parce que c'est réussi que ça valait le coup. Ça valait le coup, quoi qu'il arrive, parce que Pascal, si elle nous regarde, ou si on croit, on peut se dire qu'elle doit être peut-être, elle a dû être heureuse pour ses enfants. Et puis même si c'est pas elle, c'est la vie en général, parce que je trouve que c'est toujours beau de... Là, je parle pour mes parents, mais ce qu'ils m'ont montré comme exemple de ce qu'on pouvait faire de sa vie, ça a beaucoup orienté ma pensée politique au sens large du terme, par rapport à qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, et pourquoi on est là, et qu'est-ce qu'on en veut, qu'est-ce qu'on veut en obtenir, qu'est-ce qu'on veut en donner. Et ça, je trouve ça très, très fondateur d'avoir vécu cette expérience d'une grande famille d'un coup, alors que c'était pas prévu. J'aurais pu ne pas bien le digérer, mais au contraire, je l'embrasse, et je sais pas, je le vois comme quelque chose de très enrichissant tout de suite. Et j'étais proche de celui qui est devenu mon frère. C'était mon copain avant, et ses sœurs aussi, c'était mes copines. Donc je sais pas, je me dis, on n'est plus amis, on devient frère et sœur, quoi. Et il suffit de le décider, puis c'est là qu'on voit qu'on peut choisir sa famille. C'est-à-dire choisir sa famille, j'entends choisir qu'une personne fait partie de sa famille. Parce qu'on peut aussi mettre à distance et dire, ils sont là un temps, mais c'est pas vraiment mes frères et sœurs. Moi, c'est quelque chose qui m'est apparu comme un cadeau. Dans toute cette horreur qu'ils ont vécue, moi, je me suis senti gâté de les avoir dans ma vie, et encore aujourd'hui. Je suis un enfant très turbulent, mais très jovial, toujours à faire des petites bêtises, mais sympas. Pas des trucs insupportables, mais toujours un petit peu
agité, en train de rigoler, de vouloir faire rire les autres. Je suis un enfant très très... aujourd'hui on dirait hyperactif, je bouge beaucoup, je parle beaucoup. Et je suis très inspiré par la vie de mes grands-parents qui vivent à la campagne, mon grand-père Georges, ma grand-mère Arlette, qui ont une vie qui me plaît énormément parce qu'elle est en autosuffisance. Ils cultivent plein de légumes, plein de fruits, ils élèvent des bêtes, on mange les œufs des poules de mon papy, ma grand-mère cuisine plein de trucs, du jardin, et quand c'est pas frais, c'est beaucoup de l'été pour l'hiver. Et je suis passionné par la vie à la campagne, et c'est ce qui me donne d'ailleurs la passion des végétaux, du végétal, des fleurs, des arbres. Ma grand-mère me transmet ça. Je fais des repiquages avec elle, elle me montre comment on fait des boutures, comment on garde les semences des œillets une fois qu'ils sont fanés pour les replanter l'année d'après. Et elle a son petit jardin à elle dans la maison, devant la maison, et mon grand-père a le grand jardin au fond d'un chemin où lui là c'est carrément des champs, et il fait des rangées de fraises, des rangées de framboises. Donc ils ont tous les deux leur petit univers végétal, et ça me plaît instantanément, et encore aujourd'hui je suis passionné de ça grâce à eux. Et, désolé de vous déranger, mais si vous aimez Celle qui ose, la meilleure chose à faire pour qu'on puisse continuer notre travail est de nous soutenir avec une note sur votre plateforme, un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très important pour nous. Allez, je vous dérange pas plus, mais je compte sur vous. Merci. Arlette, elle m'a beaucoup inspiré, mais en même temps, ma mère m'en parle aussi en me racontant que c'est une mère qui est d'une autre génération, que ça a été pas facile pour elle parce que la pression sociale faisait qu'on élevait les filles d'une certaine manière et les enfants d'une certaine manière de tout court, et donc elle n'y échappe pas. Mais moi, en tant que petit-fils, elle devient peut-être la mère qu'elle aurait sans doute aimé être avec ma mère. C'est-à-dire qu'elle libère la charge mentale de l'éducation et de ce qu'on attend d'elle en tant que maman. Et elle se voue complètement à la tendresse, la transmission, l'amour. J'ai beaucoup d'admiration pour elle parce que j'ai que des bons souvenirs avec elle, moi. Donc voilà, quand j'en parle avec ma mère aujourd'hui, elle sait très bien qu'il y a une énorme différence. Je dis oui, c'est très con, mais ma mère, c'est mon héroïne la plus grande du monde. Pour tout. Pour la vie qu'elle a eue, pour ce qu'elle nous a transmis en tant qu'enfant, pour tout le soutien qu'elle m'a apporté pendant toutes les années de galère où je n'arrivais pas forcément à exercer mon métier, parce que c'est un métier très difficile où il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et tous les 6 mois, elle me dit « Allez Pierre, tu restes encore 6 mois à Paris, tu vois un peu comment ça avance, t'inquiète pas, ça va finir par arriver, t'as quelque chose, je crois en toi. » Et elle me le répète tout le temps, sans avoir aucune fascination pour le milieu du cinéma, sans avoir aucune envie que je réussisse par procuration par rapport à sa vie à elle, juste parce qu'elle sait que c'est ça qui me rendrait heureux. Elle me soutient, mais d'une manière très intelligente, qui fait que du coup, je l'écoute. Mais plein de fois, je voulais rentrer à Nancy, comme on dit. Je veux rentrer à Nancy, j'en ai marre. Paris, c'est trop stressant, trop pollué, c'est trop dur, la vie est trop chère, j'y arrive pas. Voilà, tout ça, quoi. Et elle me dit, allez, tiens encore un petit coup. Et heureusement qu'elle a été là. J'ai réussi à réaliser ce rêve de devenir acteur en grande partie grâce à elle, à tous les niveaux. Que ce soit le soutien psychologique, le soutien financier, les encouragements, le fait de conseiller. Même après, quand ça a commencé à marcher un petit peu pour moi, elle m'a conseillé des choses. Elle me dit, en interview, tu dis trop tu dis trop des trucs comme ça. Donc, mais c'est marrant parce que moi, je trouve ça chouette. Elle est sans filtre. Elle me parle comme peu de gens peuvent parler à des artistes. Je crois que les parents, c'est les seuls qui peuvent se permettre tout avec leurs enfants, avec le recul sur leur métier. Alors que dans le milieu du cinéma, on se parle à fleur et moucheté. Quand je suis adolescent, je ne me construis pas particulièrement par rapport à mon père, parce qu'il n'est pas beaucoup là, et que quand il est là, on communique très peu. Et je ressens pas de transmission de choses, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Mon père n'était pas quelqu'un qui avait une masculinité toxique, comme on peut l'entendre chez certaines personnes. Il était juste très absent, très mal dans sa vie. Et donc, moi, je me construis un petit peu en parallèle de tout ça. Beaucoup avec mon frère Guillaume, quand même. Et au collège, lycée, je me sens
Je me sens assez sensible par rapport à mes copains. Donc je suis parfois en décalage, mais ça me gêne pas et ça les gêne pas particulièrement, je crois. Et surtout au lycée, je ressens que on embrasse beaucoup plus facilement la différence, l'altérité. Je suis dans un lycée qui est assez ouvert, avec Guillaume, toujours mon grand frère, parce que le lycée en plus est spécialisé pour les enfants aveugles ou amblyopes. Je ressens que je me sens quand même beaucoup plus à l'aise avec les filles qu'avec les garçons, socialement. Parce que ce que j'aime pas dans l'attitude des garçons à l'époque du lycée, ça change après quand je suis étudiant, mais à l'époque du lycée, j'ai vraiment l'impression que certains garçons ont besoin de rouler des mécaniques, ont besoin de montrer leur force, de montrer leur grande gueule. J'en ai peut-être une aussi de grande gueule, mais en tout cas, je me sens mieux à pas trop... je sais pas comment dire, à pas trop... comment l'exprimer? À rester assez discret, en fait, je crois. Je me sens plutôt dans une forme de discrétion, tout en étant très épanoui, très heureux, mais je cherche pas à ce qu'on me repère ou à être populaire ou à ce que mes idées soient entendues. En fait, je me construis en observant, beaucoup en observant et en écoutant. Je sais pas si je me sens déjà dans une forme de déconstruction parce que je trouve des copains qui sont un peu comme moi, donc on se rassemble, on se rend compte qu'on est un peu le même genre de personnalité, qui sont pas trop dans la mouvance générale. Je ressens qu'en fait c'est une période, moi qui me plaît énormément le lycée, parce que je me rends compte que la différence et l'altérité étaient quelque chose de bienvenu. Puis peut-être les années dans lesquelles ça s'est passé font que tout se passe super bien, quoi. Il y a beaucoup de mixité sociale, d'origine ethnique aussi. Et c'est super. C'est marrant parce que d'aborder tout ça ensemble me fait me dire que presque à mon époque de lycée, la société était plus déconstruite qu'aujourd'hui. La société s'est reconstruite de manière très conservatrice et masculiniste, mais moi, dans mes années lycée, je ressens pas autant de tensions autour de la guerre des sexes, par exemple. C'est beaucoup plus fluide, on accueille beaucoup plus l'originalité des gens, leurs origines, leur passé, leurs petites passions ou les choses qu'ils savent faire et que les autres savent pas faire. C'est très cool, quoi, en fait. Après le bac littéraire, je fais une école de commerce. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais en fait, je voulais être prof d'anglais. Puis après, je me suis dit, oh, j'ai pas envie d'enseigner l'anglais toute ma vie. Donc, je vais plutôt l'utiliser pour un métier. Je suis assez bon en langue, anglais, espagnol, italien. Et donc je me dis, je vais faire ça et je vais voyager dans le monde entier pour trouver un travail qui me permette de voyager, de parler les langues étrangères. Puis bon, heureusement, ça n'a pas duré. J'y suis pas super épanoui, mais en même temps, pareil qu'au lycée, je me trouve avec un petit groupe de 6-7. On n'a pas vraiment la fibre de l'étudiant en école de commerce, mais en même temps, on n'est pas non plus comme un oiseau tourbillon du nid. Mais on développe quand même quelque chose à côté qui fait que depuis, pour presque tous sur les 7 ou 8, eu un métier qui n'avait pas forcément à voir avec la formation qu'on avait. À 17 ans, je suis dans ma deuxième première, parce que je viens de redoubler, et je rencontre Anne, ma petite copine de l'époque, qui fait du théâtre dans une MJC au Haut-du-Lièvre, près de Nancy, donc plutôt dans une zone classée REP, aujourd'hui on dirait. Et elle me dit, je fais du théâtre dans la MJC, tu devrais venir avec moi, c'est génial et tout. Et moi je connaissais pas du tout le théâtre, à part avoir lu 2-3 classiques, été voir un ou deux boulevards à Paris quand mes parents m'y ont emmené quand j'étais petit. Je savais pas du tout ce que c'était vraiment. Et là, révélation, je me rends compte à quel point c'est génial le théâtre, de travailler de l'impro, travailler des textes, créer des spectacles, la lumière, la musique, tout ça, je trouve ça super. Mais pour autant, je rêve pas de devenir acteur. Et pendant cette fameuse école de commerce que je fais, à côté, je prends des cours de théâtre, et ça me plaît, je fais ça 3-4 heures par semaine, et puis il y a un spectacle de fin d'année à la fin de chaque année. Et puis un ami, Mohamed, avec qui je fais ce cours, me dit, Pierre, je vais passer l'audition du cours Florent. Et comme on a une scène ensemble dans le spectacle de fin d'année, je voudrais savoir si tu veux bien être ma réplique pour mon audition au cours Florent. Alors moi je tombe des nues, je dis mais on peut passer le cours Florent en fait n'importe qui. Moi je croyais que c'était réservé à l'élite, qu'il fallait avoir fait des études avant, qu'il y avait un lien, enfin... Sur le coup je suis un peu impressionné, je dis oui je veux bien de ta réplique, donc on part en bagnole, on fait 3h30 de route pour monter à la capitale. Et puis là, il me propose aussi d'auditionner en même temps. Donc je dis, je peux aussi auditionner. Moi, je suis là pour la réplique. Mais il me dit, oui, est-ce que ça vous intéresse d'auditionner pour ça? Je dis, oui.
Et donc on a été pris tous les deux. Et comme je finissais mon diplôme, mes parents m'ont dit, bah écoute, t'as un diplôme, t'as un bagage, vas-y, si ça te plaît, on te suit, on t'aide et on te soutient. Donc c'est là que j'ai commencé les cours Florent. Je ne peux pas oublier le jour, c'était le 11 septembre 2001. J'ai fait une demi-première année parce que cette année-là, mon frère Guillaume, dont je vous parlais tout à l'heure, s'est suicidé. Il allait mal et en plus, il a été atteint d'une maladie psychiatrique qui s'appelle la paranoïa. La vraie, hein, pas t'es parano, machin. Non, lui, il était paranoïaque. Et le plus dur avec les gens paranoïaques, c'est que c'est les gens les plus durs à soigner parce qu'ils croient que les médicaments eux-mêmes sont une manière de vouloir les manipuler. Donc ils refusent leur traitement souvent parce qu'ils pensent que les médicaments vont les rendre malades. C'est très dur. Et Guillaume, voilà, il a mis fin à ses jours à l'âge de 26 ans. Et moi, j'en avais 23, je rentrais au cours Florent. C'était un gros choc, évidemment. Il était musicien, Guillaume, il était autodidacte en guitare, piano. Il faisait du chant, il écrivait des chansons. Et c'est un modèle pour moi. Aujourd'hui encore, je pense beaucoup à lui, parce qu'il avait une exigence envers la vie, envers les autres, qui force le respect. Il était sans concession par rapport justement à qui on était, ce qu'on dit, ce qu'on pense, penser ce qu'on dit, dire ce qu'on pense. C'est lui qui m'a beaucoup inspiré. Il l'a pas fait volontairement pour me le transmettre, mais j'étais un buvard avec ça, vis-à-vis de lui. Mon agent m'appelle en 2013 et elle me dit « Pierre, j'ai un casting pour toi, c'est pour un film, mais par contre c'est un film où il y a beaucoup de nudité et où il y a des scènes de sexe. » Et j'arrive et je vois pas le metteur en scène, je vois juste le directeur de casting qui m'explique un peu mieux et qui me dit « Bah voilà, on voit beaucoup de gens parce que c'est un film quand même qui est très très radical. Pour un acteur, il faut se mettre à nu au sens propre. » Donc moi, ça me paraît pas insurmontable. Je suis rappelé pour ce qu'on appelle le callback, parmi ceux qui sont retenus pour passer la deuxième salve d'audition, et puis la troisième, et puis l'ultime où Alain Guiraudy, que je rencontre enfin, me dit « Bon bah voilà, j'ai aimé plein de gens et je vais faire des couples pour vous filmer ensemble. Et c'est pas le meilleur de chaque qui va avoir mon choix, c'est le meilleur couple. » C'est là où je sentirais qu'il y aura le plus d'évidence, d'alchimie, d'entente. Et donc, avec Christophe Paou, on se retrouve ensemble. On saura par la suite qu'en fait, on était quand même bien ses deux préférés, donc il avait quand même mis les deux dont il avait envie en premier. Je passe les essais et très vite Alain nous parle des scènes de sexe non simulées qu'il y a dans le film. Avec Christophe, on dit qu'on ne se sent pas d'aller jusque-là en termes de jeu d'acteur. Moi, j'estime que c'est pour le coup de l'ordre de l'intime et que je veux garder ça pour moi. Et donc je veux pas aller jusqu'à faire les scènes moi-même. Et il prend des doublures qui assistent à nos ébats simulés et qui reproduisent pour de vrai. Mais en fait, il devait y en avoir beaucoup dans le film et il y en a très peu à la fin. Le tournage se passe super bien. Tout le monde était très bienveillant. Mais moi, je me rends absolument pas compte que je suis en train de faire un grand film à ce moment-là. Je me jette un petit peu à l'eau en me disant, c'est un metteur en scène qui a quand même fait des choses très belles, qui a une bonne réputation. Et puis surtout, c'est un film singulier. Donc ça vaut le coup de se dire que ça peut peut-être devenir quelque chose de super. C'est un peu con à dire, mais quand on dit oui à un film fragile, comme on appelle ça, c'est-à-dire des films d'auteur qui sont pas avec des grands budgets, pas avec un scénario tout bien ficelé comme un tube de musique, évidemment, on se dit ça peut être un navet. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un grand film, ce qui est arrivé avec L'Inconnu du lac. Toi aussi, t'as envie d'être avec moi. C'est pas pour me baiser, j'imagine. Non. Dormir seul, bouffer seul, tout faire tout seul, ça commence à devenir pénible. Et tu vois, je me demande si on est obligé de baiser avec quelqu'un pour dormir avec. Enfin, si t'as envie de dormir avec quelqu'un, c'est quelque part t'as envie de lui. Mais c'est une autre envie. Et donc là, moi, je me retrouve à Cannes avec l'équipe. C'était bouleversant, sublime, un petit peu presque. Ça me fait presque un peu peur. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait tourner la tête un petit peu, tout ça d'un coup.
Mais bon, je boude pas mon plaisir. Je suis toujours avec toute cette équipe formidable. Et puis, même si ça a été dur pour moi de me voir dans le film la première fois, parce qu'il y a un espèce de choc de se voir déjà dans un film, mais en plus tout nu, et en plus avec le montage, qu'on croit que j'ai fait telle scène ou telle scène. C'est pas que j'en aurais honte, c'est juste que faut digérer ça en tant qu'être humain. Ce film, L'inconnu du lac, il met en scène une histoire d'amour entre deux hommes, dont le premier a assisté à un meurtre que le second a perpétré sur son amant d'avant. Voilà, il tombe amoureux d'un homme tueur. Et ça, le spectateur le sait dès le début, c'est pas un truc qu'on va découvrir à la fin. Mais le spectateur sait que cet homme est possiblement en danger d'aimer ce meurtrier, parce qu'il peut lui aussi passer l'arme à gauche à tout moment. Moi, ce qui m'a plu dans ce film, c'est que il a été aimé par tellement de gens, hommes, femmes, hétéros, homos, plus, parce que c'est pas le sujet. Oui, c'est des hommes qui couchent ensemble, c'est sur une ère de drague gay, mais le film, il dépasse tout ça, parce qu'en fait, c'est pas un prétexte, hein, parce qu'il y a des choses qui sont bien identifiées, qui sont dans le film très précises, parce que c'est ce lieu-là. La plupart des gens que je connais qui ont aimé, ils ont surtout vu un thriller qui a été mené avec brio par Guy Roddy, parce que c'est pas qu'on oublie où on est, mais c'est juste que en fait, ça devient presque l'écrin dans lequel tout ça se passe, mais très vite, on est emporté par l'intrigue. Et les scènes de sexe, elles sont là parce que Alain, il veut pas faire semblant que, comme c'est du cinéma, on le montre pas. Et lui, il dit, moi, j'ai envie de montrer le sexe parce que pour moi, c'est pas un gros mot, c'est pas sale. Et je le rejoins là-dessus. Je ferai pas ça dans tous les films, ou c'est pas quelque chose qui m'attire, mais c'est pas non plus quelque chose qui me débecte, parce que je trouve que être acteur, c'est aussi donner de soi par rapport à des œuvres qui nous dépassent. Donc si on pense que à ce que ça, je veux pas montrer ci, je veux pas faire ça, je pense qu'on peut passer à côté de grands projets. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce film a été accessible à moi, parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient pas être à poil dans un film. Jouer un homme gay, moi ça me pose aucun problème. Si on est acteur, pour moi on doit savoir tout jouer, on doit pouvoir tout jouer. Et après on veut ou on veut pas. Mais il y a plein d'homos qui jouent des hétéros, il y a plein d'hétéros qui jouent des homos, et il y a plein d'homos qui jouent des homos et d'hétéros qui jouent des hétéros. Moi, je suis pas du tout de la pensée américaine où il faut être homo pour jouer un homo, parce que je trouve que c'est très réducteur. Je me dis toujours que les acteurs et les actrices, justement, leur métier, c'est de faire semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Alors si on fait un film où on joue un meurtrier, il faut avoir tué pour pouvoir savoir ce que ça fait. Donc en fait, je crois vraiment qu'il faut faire confiance aux acteurs et aux actrices, qu'en fait, on peut endosser tout type de rôle, et qu'il ne faut pas forcément toujours coller complètement au personnage. Après, je pense que politiquement, il peut y avoir des choses qui sont importantes à faire sur des minorités invisibilisées. Ça, je pense que c'est important, quand on peut, d'engager des gens qui sont dans la vie aussi une partie du personnage. Je pense à des personnes en situation de handicap, par exemple. On va faire jouer une personne handicapée, plutôt que de prendre quelqu'un qui l'est. Et ça, c'est pas toujours parce qu'on veut pas travailler avec des gens en situation de handicap, par exemple. C'est aussi parce que acteur, c'est aussi un métier. Et donc, du coup, parfois, c'est difficile de trouver les deux. Quelqu'un qui a cette particularité, on va dire, cette différence, et qui peut interpréter un personnage. Parce que pour certains acteurs et actrices, tous les rôles ne sont pas à leur portée. Je m'inclus dedans, tous les rôles ne sont pas à ma portée. Je peux pas tout faire, il y a des choses que j'y arriverai pas. Mais dans la mesure du possible, je crois que c'est très important de continuer à vouloir inclure. Et puis, il y a des sublimes films qui sont faits avec des acteurs non professionnels. C'est ça qui est magnifique dans le cinéma, c'est que tout le monde peut y aller. Absolument tout le monde. C'est un des seuls métiers où vraiment tout peut arriver pour n'importe quel être vivant, même pas. Je pense au Procès du chien de Letty Hadoche, où le héros est un chien. Voilà. Il y a des humains autour, mais je veux dire, tout peut arriver au cinéma. Quand mon agent m'appelle pour me parler des Chatouilles, il me dit que c'est un seul en scène d'Andrea Bescon. Elle a plus que 2 dates au Théâtre du Châtelet, et que elle m'invite à venir voir le seul en scène pour que je participe au film. Je vais voir ce seul en scène, je suis complètement bouleversé. C'est incroyable ce qu'elle fait, Andrea. Elle joue tous les personnages, et donc elle raconte les Chatouilles ou la danse de la colère. Et elle me dit après qu'elle aimerait que j'interprète Gilbert dans les Chatouilles. Et là, je me dis, waouh, oui, donc le rôle de l'ami de la famille qui abuse d'elle et qui la viole quand elle est enfant. Je me suis pas du tout posé la question de l'ingratitude du rôle. Je me suis dit, je veux faire ce film parce que l'histoire de cette femme est incroyable.
et que ce film est un film nécessaire, tout simplement. J'en fais des nécessaires, j'en fais des moins nécessaires, et c'est très bien comme ça. Mais là, il n'y avait aucun doute, j'allais faire un film qui devait être vu de manière politique et pédagogique. Et donc, je dis oui, et ça se passe super bien. On tourne ensemble avec Andrea et son compagnon de l'époque, Éric Métayer. Pas facile de jouer un pédophile, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, je vais déjà me dire que je ne joue pas avec une enfant, mais je joue avec une adulte. Donc je joue tout dans ma tête, premier degré. Je suis amoureux d'elle, elle a mon âge, et en même temps je mets les formes parce que je sais que j'ai besoin de la séduire vis-à-vis de son âge, donc je dois lui parler comme si je parle à une jeune personne pour lui donner envie de faire des activités avec moi, quoi. Donc je me dis, il faut le jouer comme ça, et je vais tout jouer premier degré, tout en ayant aussi le côté un petit peu souriant, tout est bien, tout va bien, on rigole bien ensemble. J'ai très peu de scènes avec Cyril, la jeune fille qui joue Odette. Cette gamine est super, elle sait pourquoi elle est là, elle sait pourquoi elle fait ce film, elle est très intelligente, très mûre. Moi j'ai très peu de scènes avec elle parce qu'on utilise des chants contre chants, des doublures qui font que évidemment elle est préservée et évidemment tout est fake. Je me souviens d'avoir un moment caressé le bras d'un assistant, d'une assistante à la place du corps de la petite fille, enfin que des trucs comme ça, quoi. Ou dans la voiture, quand je lui touche la cuisse, c'est le siège de la voiture. Tout est faux. C'est évident, mais je suis obligé d'en parler. Parce que le jour où je vois le film, en projection équipe, là j'ai un trauma, mais je pleure pendant 20 minutes sans m'arrêter. Mais pour 2 raisons. La première, c'est parce que le film me bouleverse. Je le trouve sublime, je le trouve incroyable. Et aussi parce que ça ouvre des vannes, je pense, de certaines choses que j'ai en moi aussi par rapport à tout ça. Et puis aussi parce que je vois que c'est vachement crédible, quoi. Et je me dis, oh là là, je me déteste dans ce film. Je m'appelle Odette. Je deviendrai une grande danseuse étoile. D'être gentille. Un petit Odette. Je t'aime, Agent. C'est incroyable ce Gilbert. T'oublies pas, c'est Gilbert qui vient te chercher. Gilbert. Merci d'avoir amené mon petit mon je t'en prie. C'est Gilbert, ils partent à la montagne, ils proposent d'emmener Odette. On va demander à Odette. Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne. Hein. Je me déteste. C'est horrible. Je me dis, c'est... Mais je me dis, si je me déteste, c'est que ça doit être réussi. Et je pense aussi à tous ces acteurs et actrices qui font des rôles où il n'y a pas d'empathie. Parce que faut savoir quand même que nous, les acteurs et les actrices, on aime bien avoir l'empathie du public parce que quand on nous aime, on est content. Beaucoup de gens font ce métier pour être aimés, pour être regardés, pour être complimentés. On le sait, il faut pas se mentir. Même si on sert des grandes œuvres et qu'on est très heureux, il y a aussi une part d'ego, et c'est pas un gros mot. Mais là, c'est vrai que j'étais fier du film, mais c'est pas le film pour lequel tout le monde va venir me voir en me prenant dans les bras, en me disant c'est génial ce que t'as fait et tout ça, machin. Non, c'était des gens qui disaient oh, merci, bravo, mais waouh, oh. Je dis ouais, désolé, ouais. Il en fallait un, je l'ai fait, et puis je suis très fier aujourd'hui encore de l'avoir fait, mais c'est vrai que c'est un film qui marque. Je me dis que être acteur, c'est aussi, sortir de sa zone de confort. Parce que si on fait que des rôles dans lesquels on se sent bien, on est dans nos petits souliers, ça ronronne, c'est une autoroute, au bout d'un moment, dans sa propre vie, on s'ennuie, je crois. À part le fait de gagner sa vie, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'essaie d'aller un petit peu plus loin, je suis content de gagner ma vie, je suis content d'être acteur, je suis ravi qu'il y ait des gens qui aiment mon travail, vraiment. Mais j'ai aussi envie d'être nourri d'autres choses qui puissent me faire me dire, quand je vais me retourner, un jour où je vais mourir, et de me dire... Ouais, c'est pas mal d'avoir fait ça quand même. Ça a de la gueule, c'est pas n'importe quoi. Et j'ai la chance que des grandes personnes viennent vers moi. Parce que les grands metteurs en scène et les grandes metteuses en scène, c'est grâce à eux et à elles si je peux être dans ces films. S'ils écrivaient pas tout ça, nous, on n'aurait pas la chance de pouvoir les interpréter, ces personnages. L'Inconnu du lac a quand même été ma grande chance, c'est que ça m'a donné une très belle étiquette. Je venais de faire un film exigeant, important et de grande qualité. Et donc, ça m'a orienté vers d'autres gens de grande qualité. Et ça, c'est une chance inouïe. Les choses qui me tiennent à cœur, c'est tout ce qui met au cœur de l'action le lien entre les gens, la transmission. Ce qu'on a appris de nos échecs, de nos erreurs et aussi de nos succès, on le transmet pour que dans la suite, la vie des autres soit améliorée grâce à notre expérience à nous. Ça, c'est quelque chose qui m'a été
vraiment donné depuis ma plus tendre enfance. On m'a beaucoup transmis, intellectuellement, culturellement, dans l'affect aussi, dans le fait de prendre en considération les gens, qui ils soient et d'où qu'ils viennent. Ça, c'est vraiment quelque chose que mes parents m'ont transmis. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants. J'essaye, alors, après je sais qu'aucun parent n'est parfait, et tant mieux, parce que ça nous crée, à nous les enfants, des névroses qu'on va transformer en talent après, enfin on espère. Mes enfants, j'essaie de leur transmettre, peut-être en tout premier lieu, l'humour, dans le sens où on n'est pas obligé de prendre la vie toujours avec drame, mettre de la légèreté dans un peu tout. Pas pour diminuer, mais c'est juste pour toujours se dire qu'en fait, on est là aussi pour être heureux, quoi. Notre passage sur Terre, il est court. Si on ne croit pas en Dieu, on se dit, après, il n'y a rien, donc qu'est-ce qu'on va faire là, pendant cette vie ? J'essaie de transmettre ça à mes enfants, de profiter, de trouver un peu ce qu'ils aiment dans la vie, et puis de le développer. J'essaie aussi de leur ouvrir le plus possible les yeux sur l'altérité. Ça, c'est vraiment, dès que mes enfants disent des choses que je trouve un peu des automatismes sur l'autre, sur la différence, même sans s'en rendre compte, j'essaie toujours de sortir le propos du contexte et de dire, tu vois, là, on est en train de dire ça, mais en fait, et si, machin, c'était bidule, les trucs. Je donne un autre exemple pour leur montrer qu'en fait, ce qu'ils disent, moi-même aussi, ça peut m'arriver, hein. Si on le sort du contexte, on se rend compte qu'il faut faire attention. Alors, beaucoup d'humour avec mes enfants, on déconne beaucoup. Par exemple, je leur interdis pas de dire des gros mots. Je leur dis, on peut dire des gros mots, mais pas devant n'importe qui et pas n'importe quand. Donc, je trouve que du coup, ils en ont plus conscience et qu'ils trouvent moins que c'est interdit. Ils apprennent à s'en servir. Et ça, je l'adapte à plein d'autres choses. C'est-à-dire que j'essaie de transmettre à mes enfants le plus possible de ce que j'estime être des clés qui vont les aider dans la vie de tous les jours, aussi bien dans leur profession que dans leurs relations. Je me dis que c'est très dur de bien élever des enfants. Donc j'essaie de faire des choses où je me dis, ça, ils vont s'en souvenir et c'est important. Et des fois, je dis, c'est un jour important pour toi parce qu'on est en train de parler de ce sujet et c'est un sujet important. Je fais exprès de mettre les formes sur quelque chose qui doit être un peu solennel pour pas que ça passe comme ça, comme du small talk, et que l'enfant se dise, oui, il me dit ça comme il me dirait, je vais au marché acheter des tomates. Donc des fois, je fais des petits moments comme ça où on débriefe, on parle de sujets importants. Parce que oui, comme je suis acteur, j'ai pas mes enfants le matin et le soir, tous les jours de l'année. Voilà, je les ai quand je suis là, quand je suis avec eux. Je les ai parfois beaucoup, parfois pas beaucoup. Donc ça dépend des années, ça dépend des mois. Mais depuis toujours, chaque fois que j'ai pu, pendant leurs vacances scolaires, je les ai amenés avec moi en tournage. D'une part pour qu'ils voient mon environnement de travail, et d'autre part pour être avec eux le plus possible pendant leurs vacances à eux. Je crois qu'ils vivent ça plutôt bien. Je me dis que ce qui est important, c'est de valoriser les enfants au moment où ils sont enfants. Pas se dire, ça va devenir un super adulte plus tard, et machin. Non, c'est au moment où ils sont enfants que je crois que justement la petite graine doit prendre. Et la confiance en soi se construit aussi à partir de ce que ressentent les parents de ce que fait l'enfant. C'est comme ça que j'ai l'impression qu'on fait des enfants altruistes, tournés vers l'autre et puis compréhensifs. Voilà, je me dis que c'est ça qui doit primer. En plus, on est dans un monde tellement numérique. Même moi, le premier, je m'en veux toujours de laisser trop mes enfants sur les écrans. Mais c'est vrai que c'est tellement facile de leur mettre un écran dans les mains et c'est tellement dur de leur demander de pas le faire. Enfin, faudrait quelqu'un à temps plein pour ça. C'est-à-dire un 3e, 4e, 5e parent qui ne s'occupe que des écrans. Pour moi, être féministe quand on est un homme, c'est être un allié. C'est-à-dire que le féminisme ne peut pas se faire sans les hommes puisque ça voudrait dire que ce serait toujours contre. Je pense que le féminisme gagnera s'il se fait s'il se fait toutes et tous ensemble, pour que justement ça devienne une norme et pas une exception d'être féministe. C'est très important parce que même si certains hommes ne s'en rendent pas compte, ça fait des siècles que les femmes sont diminuées par rapport aux hommes dans tous les domaines. Et donc c'est très très long pour que l'équilibre se fasse. Et donc il faut que les hommes se liguent avec les femmes dans cette lutte
contre tout ce qui est violence faite aux femmes, différence de traitement, différence de salaire, différence de perception dans leur vie quotidienne et dans les tâches de la maison, différence sur le fait qu'une maman doit plus éduquer son enfant qu'un papa. Non, c'est pas vrai du tout. Tout le monde doit travailler ensemble pour que on soit vraiment toutes et tous égaux. Et c'est pour cette raison qu'il faut écouter celles qui osent. Si t'es un homme et que tu te sens pas concerné par le féminisme, sache qu'à partir du moment où tu nais, tu es concerné. Parce que, en fait, avant d'être une femme est un être humain. Et comme toi aussi t'es un être humain, ça te concerne. Si tu aimes les êtres humains en général, fais en sorte que toutes et tous autour de toi aillent mieux. Pour moi, la définition de l'audace, je crois que c'est oser faire des choses, même si c'est possible que ce soit pas un succès. Un succès, pas par rapport aux autres, mais pour soi. C'est-à-dire oser, y aller, foncer, ne pas se mettre de barrières, qu'elles soient intellectuelles, sociales. Oser, foncer, oser faire des choses, dire des choses et créer des choses. Il y a une audace qui me vient en tête parce qu'elle est reliée à cette émission. C'est le jour où, à 17 ans, j'ai dit à ma mère « Maman, il faut que tu quittes papa, maintenant ça suffit. T'as assez souffert, tu te casses. » Je crois que c'était audacieux de ma part de lui dire ça parce que c'est pas ce qu'on pourrait toujours entendre de la part de son enfant. Et elle me dit « Je reste justement pour vous, pour ton frère et toi, et tout ça. » Et je dis « Nous, on veut que tu sois heureuse. Donc si tu veux faire des choses pour nous, quitte-le parce que tu seras plus heureuse. » Et elle l'a fait. Je crois qu'il faut... Merci Pierre d'avoir accepté notre invitation et d'être l'un des premiers à faire entendre ta voix à notre micro. Le média Celles qui osent a été créé par Lucie Rondelet, qui produit aussi le podcast. Lucie partage le plaisir d'interviewer nos invités avec Julie Bénard, qui se charge ensuite du montage, de l'illustration sonore et du mixage. Bon, Julie Bénard, c'est moi. N'oublions pas enfin de remercier Christian Toucas pour la création de notre générique. Et vous qui nous écoutez, sachez que notre média a besoin de vous pour continuer à diffuser la parole des femmes et des hommes audacieux. Comment ? C'est très simple. Laissez-nous des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Suivez-nous sur notre compte Instagram, Celles qui osent, et n'hésitez pas à repartager nos publications. Enfin, rendez-vous sur notre site internet, celles-qui-ose.com, pour découvrir les parcours de vie de centaines de femmes incroyables. À très vite pour notre prochain épisode. Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre, se reconquérir. Parce que les femmes sont fortes. Celles qui osent. Si tu fais un mec dans la rue, mets-lui une main au cul, est-ce que tu l'as déjà fait ? Celles